Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je vous avais dit, je mets en ligne cette vidéo pour déjà, dans un premier temps, terminer le chapitre introductif du thème sur les médias. Alors, en cours, on avait commencé un petit peu à parler, c'est la troisième sous-partie donc du grand 2 que j'ai mis là sur le diapo, on a commencé à parler de la fracture numérique. Donc vous vous souvenez, vous avez déjà noté dans votre cahier normalement que le nombre d'internautes vraiment explose, c'était ce graphique-là, hein. On voit que ça a été inventé, Internet en gros, hein, dans les années 90, plus ou moins que ça s'est diffusé en tout cas dans les années 90, et donc que le nombre d'internautes ne cesse d'augmenter pour atteindre aujourd'hui à peu près 4,5 milliards de la population, mais qu'il y a des très fortes inégalités d'accès, et donc on parle de fracture numérique, et on s'était arrêté un peu à cette carte, où je vous avais expliqué, c'est une carte qu'on appelle par anamorphose, c'est-à-dire que les pays sont en fait déformés en fonction d'un critère, ici en l'occurrence c'est l'accès à Internet, et ce que vous aviez noté c'est que il y a des très grandes inégalités puisque certains pays ont plus de 80% d'internautes, sachant qu'on est en 2014, donc ce sont des chiffres qui ont augmenté, alors qu'un certain nombre de pays sont à moins de 2%. Vous avez 6 pays là que j'ai mis ici qui sont à moins de 2%. Vous pouvez donc retenir un ou deux exemples parmi ces 6 pays, hein. Là, en l'occurrence, il y a la Guinée, le Niger, l'Érythrée, la Somalie, Burundi. On voit notamment que le continent africain a un accès bien moindre à Internet. Les 2 médias principaux restent, pour le moment encore, la TV, la télévision et la radio. Et internet commence à se diffuser néanmoins, hein, via les smartphones. Alors pour, parler un petit peu de cette fracture numérique, et c'est la feuille que je vous avais distribuée en cours, on peut représenter ça un peu sous la forme d'un schéma. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire pause et de reproduire ce schéma, enfin je vous ai distribué, hein, le fond et la légende, de le compléter. Ce schéma nous permet en fait de voir, la fracture numérique sous l'angle des internautes, donc dans les zones qu'on a en rouge, ici c'est que les internautes sont plus de 60 dans la population totale. En orange, on est entre 30 et 60, et en jaune, on est à moins de 30, donc c'est schématique évidemment, mais ça permet un peu de se rendre compte des principales zones du monde concernées. Et pour, compléter un petit peu ça, je vous ai également mis le nombre de serveurs, donc en milliers, hein. Donc là, par exemple, il y a 400 milliers de serveurs, donc en fait, c'est l'endroit où il y en a le plus. Ensuite, vous avez l'Europe, le Japon, l'Australie, et un peu moins Chine, Brésil, et vous voyez qu'il y en a beaucoup moins dans d'autres zones du monde, notamment, bah, encore une fois, le continent africain ou le reste de l'Asie. Et l'importance du débit également permet bien de retrouver un peu ces pôles de la mondialisation qui sont toujours les mêmes, puisqu'en fait ça concerne essentiellement États-Unis, Europe, Asie, donc de l'Est ici par les serveurs du Japon, même s'il y a un peu des liens entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc voilà, vous reproduisez ce schéma dont le titre est du coup la fracture numérique. Et à la suite de ça, pour terminer un petit peu et se recentrer sur la France, il faut bien être conscient que la fracture numérique, elle se fait à l'échelle nationale. C'est-à-dire que même si en France, par exemple, on a quand même un certain nombre de gens qui sont internet, beaucoup plus que dans d'autres pays, c'est ce qui est marqué sur cette infographie-là, vous avez quand même un certain nombre de personnes qui n'y ont pas accès. Et là, c'est en 2018, vous avez quand même 11% des Français qui n'utilisent jamais Internet. Et de manière plus générale, des gens qui ont aussi des difficultés pour utiliser Internet. Alors, ces différences peuvent être dues, comme on l'a déjà vu, comme vous le voyez ici, alors à évidemment au niveau de diplôme, donc au niveau socio-culturel, on va dire, mais également il y a des différences en fonction du lieu de vie, puisque par exemple, c'est beaucoup plus marqué l'utilisation d'Internet en ville que dans les communes qui sont rurales. Donc il y a une grosse différence, même si on a en tout à peu près 85% d'internautes en France, il y a des grosses différences entre, voilà, ville, campagne, et selon le niveau d'études. Voilà pour la fracture numérique. Il nous reste une dernière chose à faire, pour terminer ce chapitre instructif, qui est le grand 3 sur, médias et opinion publique. Je voudrais revenir un petit peu sur cette notion d'opinion publique, qui est assez centrale, en fait, quand on parle de médias. Alors, qu'est-ce que c'est l'opinion publique? On en parle beaucoup dans les médias, justement, pour dire l'opinion publique, voilà l'avis de l'opinion publique en fait sur telle ou telle question. L'opinion publique, on peut résumer ça comme l'ensemble des avis exprimés par la société. Donc on dit, quand on dit les Français pensent que, c'est censé être l'opinion publique, c'est ce que pensent les Français. Alors, il est très important de comprendre quel est le lien entre les médias et l'opinion publique. Il y a deux manières en fait par lesquelles ce lien peut se faire. Le premier,
c'est que les médias vont refléter les préoccupations et les intérêts des citoyens. C'est-à-dire, ils vont parler des sujets qui intéressent les gens, parce que leur objectif est de vendre, de se vendre. Ça, c'est le premier lien. Second lien, ils peuvent aussi influencer les citoyens, puisque selon ce dont ils vont parler et la manière dont ils vont en parler, ça aura pas le même effet sur les citoyens. Donc vous voyez, le lien se fait dans les deux sens. Les médias sont influencés en quelque sorte par l'opinion publique, ils parlent de ce que les gens, ce qui intéresse les gens, et de l'autre côté, ils influencent aussi l'opinion publique. Cependant, ce qu'il faut noter ensuite, c'est que la notion d'opinion publique, elle est à nuancer. Parce que souvent, c'est une manière de généraliser un petit peu des grandes tendances, mais il faut rester critique. Il ne faut pas trop simplifier ce que pensent les gens. Pour bien comprendre ça, on peut prendre un exemple qui est assez utilisé dans les médias, qui sont les sondages. Puisque souvent, ce qu'on utilise pour dire voilà ce que les gens pensent, ce sont les sondages. Mais les sondages sont une méthode très imparfaite. Alors, je vous propose de lister un petit peu les problèmes que peuvent avoir les sondages. C'est notamment un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu qui a travaillé là-dessus. Plusieurs problèmes pour les sondages. Donc, le premier, c'est que dans un sondage, vous pouvez répondre à des questions que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, on vous pose une question, vous ne savez pas vraiment, mais vous allez quand même répondre parce que bah, vous êtes dans le cadre du sondage, vous voulez quand même répondre. Donc, premier problème, on ne comprend pas toujours les questions. Deuxième problème, parfois, les questions posées n'intéressent pas les gens, mais ils vont y répondre quand même, sans forcément avoir d'avis. Donc du coup, les gens vont répondre alors qu'en fait, ils se fichent de la question et c'est donc plutôt la personne qui a posé la question que ça intéresse. Et donc le résultat du sondage va être faussé puisque vous allez avoir des avis de gens, mais en fait qui à la base ne s'intéressent pas du tout à cette question. Troisième problème, la formulation de la question ainsi que les réponses proposées peuvent influencer un petit peu ce que vont répondre les gens. Et souvent, les gens peuvent par exemple se dire c'est ça que les gens attendent de moi. Donc ils vont répondre d'une manière qui n'est pas forcément ce qu'ils pensent le plus. Je vous donne un exemple de ça. Un sondage qui avait été fait pour la fermeture des lignes de train. Le premier sondage nous dit il y a deux alternatives, enfin une alternative entre deux réponses. Soit pensez-vous plutôt qu'il faut fermer les petites lignes ferroviaires car elles coûtent trop cher, ou alors il ne faut pas supprimer ces lignes car c'est une mission de service public que de desservir ces endroits isolés. Quand c'est formulé comme ça, vous voyez que le résultat du sondage, c'est 80% des gens qui disent qu'il ne faut pas supprimer les lignes et 20% des gens qui disent qu'il faut les fermer. Autre sondage, mais sur le même thème, hein, moins de 2% des habitants de province utilisent régulièrement les trains régionaux TER car en province, la majeure partie des déplacements se font en voiture. Du coup, un certain nombre de ces trains TER circulent presque à vide. Pourtant, ces trains TER coûtent chaque année aux régions 4 milliards d'euros, c'est-à-dire presque autant que le budget consacré au lycée. Certains disent qu'il faudrait mieux alors remplacer les lignes ferroviaires de TER qui ont très peu de trafic par des lignes d'autocars, ce qui permettrait de réduire fortement les impôts régionaux. Vous-même, y seriez-vous favorable? À cette question-là, 63% des gens cette fois se prononcent pour la fermeture des petites lignes. Donc vous voyez que la deuxième question est très orientée, puisqu'elle fait appel un peu à des arguments, elle nous dit que les TER sont très vides, elle dit que ça coûte cher, etc. Donc ça oriente la réponse plutôt dans le sens négatif. Et donc sur la même question, vous avez un sondage qui nous dit qu'il y a plus, les gens pensent plutôt qu'il faut garder les lignes, et un sondage qui nous dit que les gens veulent supprimer les lignes. Donc ce qu'il faut noter pour conclure un peu sur cette notion d'opinion publique, c'est que les sondages ont une influence forte sur les gens, mais qu'ils sont imparfaits, et que de manière générale, l'opinion publique est une notion qu'il faut manipuler avec prudence. Souvent, on utilise l'opinion publique pour dire ce qui nous arrange finalement. Voilà pour la fin de ce chapitre introductif. J'aimerais juste terminer la vidéo en faisant, ce sera très rapide, une introduction
sur, le chapitre, 1. Donc, pour un petit peu, qu'on se soit déjà fait quand vous reviendrez en classe. Donc vous pouvez noter le titre du chapitre 1: «Les grandes révolutions techniques de l'information». Alors, je vous mets en lien dans la description de la vidéo, une vidéo de Lina qui nous montre en fait les débuts du Minitel. Donc je vous laisse, regarder ça, me faire pause et aller regarder ça. Et donc, si vous avez vu la vidéo, vous voyez bien l'idée en fait de révolution technique. Là, le Minitel, c'est un peu l'ancêtre en quelque sorte des ordinateurs et donc quelque part des smartphones. Et comme il le dit dans le reportage, il a eu raison. Ça a été effectivement une révolution. Ça a complètement changé le quotidien de la plupart des gens dans les pays qui ont été touchés par ça. Et donc, ça va avoir des conséquences sur l'information. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça au niveau de ce chapitre qui parle des grandes révolutions techniques de l'information, parce que l'histoire des médias, de l'information, a été vraiment jalonnée par des grandes innovations qui ont complètement transformé les choses. Donc, ce qu'il faut noter en introduction de ce chapitre, la première chose, c'est de quoi on parle quand on parle de révolution technique. On parle soit de l'invention d'un nouveau média. Donc là, par exemple, le Minitel, c'est un peu une invention de quelque chose de nouveau. Ou ça peut être aussi l'innovation dans un média déjà existant. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une grande révolution technique, l'invention d'un média ou une innovation dans un média. Ces inventions, ces révolutions techniques, deuxième chose à noter, permettent de diffuser différemment l'information et de toucher notamment un public qui va être plus large. Quand vous avez inventé voilà, l'imprimerie, la radio, la télé, à chaque fois, ça va être à la fois une nouvelle manière d'informer et en même temps, vous allez toucher plus de monde. Parce que ce que vous pouvez rajouter pour terminer l'intro enfin, c'est que la manière de diffuser l'information, elle va influencer le contenu lui-même. C'est-à-dire, vous ne dites pas la même chose selon que vous êtes à la radio, à la télé, dans un journal, sur un réseau social. Donc, le média que vous utilisez a une influence vraiment sur le contenu lui-même. C'est ce que un chercheur qui s'appelle Marshall McLuhan a résumé dans cette formule. Il dit: «Le médium, c'est le message». Ce qui veut dire par là, c'est que le moyen par lequel on reçoit un message, il a autant d'influence sur nous que le contenu lui-même. Donc voilà pour, l'introduction. Vous allez juste simplement noter, non, on va s'arrêter là. On reprendra donc le cours, en présentiel, jeudi. Donc je vérifierai la prise de notes, qui a été faite à partir de cette, vidéo.